Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de faire un voyage dans le temps, je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. En 1515, les deux célèbres frères navigateurs Arouj et Khayruddin Barberousse fondent le sultanat d'Alger. Durant 314 ans, cette régence sous protection ottomane fut une puissance méditerranéenne par excellence, jouant un rôle déterminant dans l'histoire de l'Europe. Alger devient la plus grande base navale de la région, et la stratégie de l'Empire ottoman était de s'en servir afin d'affaiblir les puissances européennes, à travers des raids orchestrés contre les navires de marchandises, mais aussi des attaques répétées contre les côtes ennemies. Toutes ces années, des prises importantes d'or, bijoux et diverses marchandises, ainsi que des demandes de rançon de personnalités prisonnières, vont grossir l'économie d'Alger. Mais ce n'est pas sa seule ressource. La régence est aussi une grande productrice de blé, devenant véritablement un grenier pour les pays européens. À commencer par la France, qui après plusieurs commandes grossit sa dette envers Alger. En 1798, la régence livre du blé pour fournir l'armée du général Napoléon pour son expédition en Égypte, creusant un peu plus sa dette. Durant 30 ans, la régence réclame cette dette que la France ne peut pas honorer. Le 27 avril 1827, le souverain Hussein ibn Hussein reçoit le consul de France, Pierre de Val, et exprime son étonnement devant l'absence de réponse à la lettre qu'il avait adressée un an plus tôt au ministre français des Affaires étrangères au sujet des créances algériennes. Pierre de Val répliqua que le roi de France avait autre chose à faire que de répondre au souverain d'Alger. Devant tant d'insolence, le souverain Hussein frappa avec son éventail le visage de Val en lui ordonnant de sortir. Ce coup d'éventail est énoncé dans les manuels d'histoire comme le prétexte pour la France d'envahir l'Algérie. Mais nous allons vous citer un autre récit que l'histoire populaire se garde bien de raconter. En 1829, la politique interne de la France est au plus mal. Charles X décide de réinstaller une monarchie absolue afin d'étouffer l'opposition. Mais pour cela, il faut que le peuple français vote de nouveau en faveur de Charles X. Il nomme un nouveau gouvernement, dirigé par Jules de Polignac, avec comme ministre de la guerre Louis de Bourmont. Charles X et son gouvernement pensent à corrompre les électeurs afin de provoquer sa réélection, mais les caisses de l'État sont vides. Une idée leur vient en tête. La régence d'Alger possède un trésor accumulé pendant des années. Il suffit donc de réunir une armée et de débarquer à Alger afin de s'en emparer. En parallèle, le banquier François-Alexandre Sellière propose d'avancer l'argent pour préparer l'expédition. Cet opportuniste est aussi un homme d'affaires qui se charge de fournir 357 bateaux afin de transporter 37 000 hommes, 4 500 chevaux, nourriture et armement. Le 14 juin 1830, l'armée française ne peut pas débarquer sur le port d'Alger, protégée par le célèbre canon Baba Marzouk, qui pendant 288 ans a fait de la ville d'Alger une ville imprenable. Ils n'ont d'autre choix que de débarquer à 20 km d'Alger sur la plage de Sidi Ferrouche. Après 21 jours, Louis Bourmont entre dans la ville d'Alger, entraînant la fuite du souverain Hussein ibn Hussein, laissant derrière lui son trésor bien trop volumineux pour le déplacer. Bourmont et ses hommes ne tardent pas à trouver ce trésor exposé dans les sous-sols de la Casbah, composé de 62 tonnes d'or et 241 tonnes d'argent, auxquels il faut rajouter des bijoux et différentes pierres précieuses. Une commission est mise en place afin d'estimer la valeur du trésor, composée de l'intendant général Denier, du commandant de la place le général Tolosé et du payeur général Firino. Pendant ce temps en France, le peuple se révolte contre Charles X le 27 juillet 1830, l'obligeant à quitter sa place et est remplacé par Louis-Philippe Ier. Bourmont est lui aussi relevé de son poste et c'est le général Clausel qui prend sa place, qui d'ailleurs ouvre une enquête suite à une rumeur persistante selon laquelle une bonne partie du trésor aurait été détournée. Il nomme un certain Jean-Baptiste Flandin, qui débarque le 2 septembre à Alger et livra une enquête minutieuse et estima qu'avant l'arrivée des Français, le trésor de la Casbah s'élevait à 5 fois plus que ce que Bourmont et la commission avaient déclaré. Malgré ces conclusions, Clausel ferma officiellement l'affaire du trésor d'Alger le 22 octobre 1830, après 1 mois et demi d'enquête, en affirmant que rien n'a été détourné et qu'il a tourné tout entier au profit du trésor de la France. Pourtant, un rapport confirme les dires de Flandin. Ceux du capitaine Persat affirmant le 18 août 1836 « J'ai vu sortir de la Casbah au moins 60 caisses remplies d'or, et ce n'est pas par le chemin de la marine que ces caisses sont passées, mais bien du côté opposé. » Un autre rapport apparaît en 1852 du préfet de police Pietri, garantissant les rapports de Flandin du fait que la somme déclarée avait été 5 fois moins que la valeur du trésor. Il y a aussi les écrits des consuls en poste à Alger, le consul anglais St. John, le consul américain Chaleur et celui des Pays-Bas, qui confirment tous que la valeur du butin était bien plus importante que ce que l'administration de Bourmont avait déclaré. Mais qui a donc profité de ce braquage du siècle ? En premier lieu, bien sûr, les militaires, pour des raisons strictement personnelles, comme le général Denier, rappelez-vous, désigné dans la commission,
qui avant d'arriver à Alger était énormément endetté et en repart en remboursant toutes ses dettes, vivant en France avec un train de vie absolument incroyable et finançant un hôtel particulier à Paris. On retrouve bien évidemment Bourmont, qui mettra ce détournement au service politique afin de financer des conspirations contre le nouveau gouvernement. Et présent aussi le nouveau roi Louis-Philippe Ier qui s'accapara la plus grosse part du butin pour sa fortune personnelle. Mais il y a aussi cet opportuniste banquier et homme d'affaires François-Alexandre Sellière, qui reçoit d'une part le remboursement de son investissement, avec intérêt, puisque étant actionnaire de l'expédition, mais aussi une autre part pour la location de ses 357 bateaux, de même des commissions pour le transport du trésor, ainsi que des commissions en tant que banquier en blanchissant une grande partie du trésor contre des lettres de change. Enfin, l'associé de Sellière, un certain Adolphe Schneider, qui utilise cette fortune pour créer l'industrie sidérurgique du Creusot, qui fut pour l'histoire de la France une de ses meilleures contributions pour son développement économique. Au final, cette manœuvre de minimiser le trésor de la Casbah a eu pour objectif que tous ces hommes cités en prennent la plus grosse part. Au fait, saviez-vous quelle était la vraie valeur du trésor d'Alger ? Eh bien, estimée aujourd'hui à 4 milliards d'euros. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.